Bonjour à toutes et tous et merci d'être présents pour cette session sur les biostimulants et l'efficience de la fertilisation. Donc on va faire cette intervention à deux voix. Donc moi-même, Pierre-Yves Tourlière, je suis responsable développement production végétale au sein de Timac Agro France avec 22 ans d'expérience dans le domaine de la fertilisation et l'innovation dans la fertilisation qui est le métier de Timac Agro dont on va vous parler un petit peu après. Et donc Sylvain, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Sylvain Pluchon, directeur de la partie R&D nutrition végétale. J'ai 12 ans d'expérience chez Timac Agro et je vous présenterai plus la partie technique et la partie innovation. Merci Sylvain. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je me permets toujours quand même de faire une petite présentation générale de Timac Agro France, qui on est, et avec cette slogan qu'on peut dire un modèle industriel et commercial unique. Et oui, on insiste avant tout sur le fait que nous sommes une entreprise industrielle. La souveraineté engrais, la souveraineté industrielle dans la production d'engrais en France est un enjeu crucial pour l'agriculture et les agriculteurs. Et donc il est important ici de repréciser que Timac Agro en France, c'est 7 sites industriels basés, vous le voyez, majoritairement sur les façades maritimes, oui, parce qu'on importe des matières premières pour constituer nos engrais technologiques. Donc on a besoin de cette proximité avec les flux logistiques des matières premières mondiales. Ces 7 sites industriels, bien sûr, ils sont animés par des hommes qui produisent ces engrais. C'est au total, dans l'effectif de Timac Agro France, 900 personnes, dont la moitié en industrie et la moitié dans la technique et le commerce, c'est-à-dire des experts technico-commerciaux sur le terrain qui vont rencontrer ce que vous voyez comme deuxième chiffre, 2000 agriculteurs tous les jours. Donc c'est-à-dire que la problématique, et les problématiques, puisqu'il n'y en a pas qu'une, les problématiques de l'agriculteur, Timac Agro les a en direct au quotidien. Alors en ce moment, on peut dire, tiens, on va en reparler tout à l'heure, la problématique c'est l'implantation des cultures d'hiver, le redémarrage des cultures d'hiver avant les premiers apports d'azote et les désherbages. Cette problématique-là, bien sûr, c'est de l'adaptation. Et au quotidien, Timac Agro, c'est aussi aider l'agriculteur à s'adapter. Timac Agro fait partie d'un groupe, le groupe Roulier. C'est important, un groupe qui est familial. On ne dépend pas de capitaux externes. Donc ce groupe familial, il est aussi d'envergure mondiale. Le modèle Timac Agro est développé dans 42 pays, mais au total, c'est 120 pays de commercialisation, puisque le groupe Roulier, ce n'est pas que des fertilisants, des biostimulants, c'est aussi des matières premières pour la nutrition animale, comme Phosphéa pour les phosphates, comme Timap pour la magnésie. Donc ces activités ont aussi et avant tout un impact au niveau de la nutrition animale et de la nutrition végétale, ce qui nous qualifie d'experts dans la nutrition animale et la nutrition végétale au niveau français, mais aussi au niveau mondial. C'est 10 400 collaborateurs, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et donc les 125 pays de commercialisation globaux de l'ensemble de nos produits. Je remets un focus sur la notion d'industrie. Bien sûr, industrie française, les 7 sites dont je vous ai parlé tout à l'heure sur les façades maritimes, mais c'est au total 109 unités industrielles dans le monde avec les autres activités du groupe Roulier, comme je l'ai dit, le phosphate, la magnésie, mais également la pâtisserie, puisqu'on est également dans l'aval avec la production de pâtisserie au niveau du groupe Roulier. Donc, rentrons maintenant dans le vif du sujet et de la thématique pour laquelle vous êtes tous venus, c'est-à-dire la biostimulation. Timac Agro peut se targuer d'être pionnier, mais aussi leader dans le domaine de la biostimulation. Pionnier, puisque en 1989, mais ça avait commencé par des travaux de R&D dès le début des années 80, on a sorti la première gamme, la première génération de biostimulants au sein du groupe Roulier. Alors cette première génération, comme toute première génération, elle était relativement simple. Elle était sur la préparation d'extraits naturels de plantes, d'extraits d'algues, sans aller vraiment les processer, simplement une extraction simple, mais en allant derrière avoir une action, je dirais, plutôt générale, plutôt orientée d'ailleurs spécifiquement sur les stress. On commençait déjà à parler à ce moment-là de stress qui n'ont fait que se renforcer depuis les années 90 au niveau de l'enjeu finalement du réchauffement climatique dont tout le monde parle. Et ça, c'était la première génération, elle s'appelait Leader. Alors peut-être qu'elle portait déjà bien son nom, puisque effectivement actuellement nous sommes leaders dans la biostimulation. Deuxième génération, on est allé un peu plus processé, c'est la gamme Fertileader, la gamme Fertiactile, avec 2 types d'extraits, des extraits essentiellement issus des acides humiques et fulviques, donc de cette tourbe un peu spécifique qui s'appelle la léonardite,
mais aussi d'aller processer les extraits d'algues pour aller chercher des molécules. L'isopentylynadénine, la glycine bétaïne, on va aller chercher des process dans l'extraction pour aller concentrer. On reste sur de la préparation naturelle, donc on ne fait pas de la chimie de synthèse. On utilise une préparation naturelle, algues, plantes, et on va essayer par des process de filtration, de centrifugation, de concentrer des extraits principaux. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous la deuxième génération. Deuxième génération qui a vécu jusqu'en 2021. Tout à l'heure, bien sûr, Sylvain nous parlera également de tout ce process d'innovation pour en 2021 sortir la gamme ADN. Et là, on est dans la troisième génération de biostimulants. Qu'est-ce qu'on a cherché à faire? On a cherché ici, toujours là dans des process beaucoup plus approfondis sur l'extraction des algues, des plantes, des acides humiques, des brevets qui sont derrière, associer des matières premières minérales, on parle en particulier de la silice, pour trouver des synergies entre ces éléments, mais pour aller faire produire à la plante, génétiquement par la régulation, l'amplification de certains gènes présents dans la plante, elle-même ses propres molécules biostimulantes. C'est-à-dire que finalement, on ne va pas apporter les molécules biostimulantes, on les fait produire à la plante. Et pour ça, on a besoin de génomique, de tout ce dont Sylvain va nous parler. Et puis la quatrième génération, je la mets en pointillé, puisque quand est-ce qu'elle sortira ? Si vous tirez peut-être un peu les verres du nez à Sylvain, peut-être qu'il vous en dira un peu plus tout à l'heure dans la séance de questions. Mais on travaille déjà, alors qu'on vient de lancer en 2021 cette gamme ADN, à la future génération des biostimulants. Parce que oui, les biostimulants sont clairement en cœur d'un marché en plein développement. On a la chance en France d'avoir une étude qui s'appelle l'étude Kinetech, qui depuis 2015 sonde les agriculteurs. L'étude Kinetech, certains la connaissent beaucoup dans les produits de traitement. C'est une enquête tous les ans sur l'utilisation des fongicides, insecticides, régulateurs de croissance, etc. Mais là, qui depuis 2015 a intégré le volet des biostimulants. Ces biostimulants, donc ça veut dire que là, c'est plus de 9000 agriculteurs qui sont sondés sur l'ensemble de leurs pratiques, et en particulier sur quels produits complémentaires, engrais liquides, biostimulants, oligo-éléments, bref, toute la partie de fertilisation qui n'est pas le cœur, azote, phosphore, potasse, mais tout ce qui va en complément. Et cette étude, depuis 2015, et en particulier, on va dire, d'une stagnation jusqu'en 2020, mais depuis 2020, on a observé une multiplication par 2 du marché de la biostimulation. Alors, une multiplication par 2, clairement, on voit bien qu'il y a une augmentation des usages. 2 fois plus de surface traitée. Je vous mets à côté 2 petits chiffres qui montrent quand même une certaine distinction entre l'usage en grande culture, l'usage dans ce qu'on appelle les cultures spécialisées, en particulier la vigne. Cette étude montre que, grosso modo, 14% des hectares de céréales sont traités avec un biostimulant, alors que 40% des hectares de vigne. Donc on voit qu'une pratique chez les viticulteurs qui est beaucoup plus ancrée que celle en grande culture. Pour autant, ce chiffre de 14%, là aussi, c'est pas x2, mais c'est cette fois x3 sur les 4 dernières années. C'est-à-dire qu'un vrai développement des usages dans les céréales, les oléoprotéagineux et également les cultures industrielles. La part de marché, je vous disais pionnier au départ, mais aussi leader. Cette part de marché Timacagro, qui est donc en lien avec cette étude Kinetech, est de 20% sur le marché de la biostimulation. Donc on est clairement leader sur ce marché. Ça veut dire qu'il y a aussi 80% du marché qui reste dans d'autres intervenants. Et là aussi, on peut le dire, le nombre d'intervenants sur le marché de la biostimulation s'est considérablement augmenté ces 4 dernières années, ce qui montre aussi l'intérêt, l'engouement et le fait que cette solution est clairement de plus en plus intégrée par les agriculteurs dans leurs pratiques. Et bien, cette augmentation, je dirais, des acteurs est aussi un signe de l'usage sans arrêt croissant de ces produits-là. Alors, c'est le côté peut-être un petit peu plus rébarbatif de mon intervention, mais c'est important parce que qui dit augmentation des usages montre aussi, et c'est ce qui plutôt est un signe, c'est qu'il y a un cadre réglementaire très clair désormais pour les biostimulants. Ce cadre réglementaire, désolé, je vous montre pas mal de textes législatifs, mais il montre que ce soit au niveau français ou que ce soit au niveau européen, les biostimulants sont encadrés par une législation qui sécurise leur usage en traçabilité, en innocuité et en efficacité. Puisque bien sûr, le premier point essentiel dans l'usage d'un biostimulant, c'est son usage est-il rentable ? Est-ce que je gagne en productivité ? Est-ce que j'évite de perdre des quintaux en cas de stress ?
tous ces éléments-là sont encadrés par une notion d'efficacité. Donc je rebalaye rapidement les cadres réglementaires. Le plus récent, c'est celui du RUE 2019-1009, donc c'est-à-dire le règlement européen sur les matières fertilisantes. Vous avez la PFC 6, catégorie de produits fonctionnels 6, qui encadre les biostimulants microbiens et non microbiens, donc la 6A et la 6B. Donc ça veut dire que là, il y a des démonstrations d'efficacité qui doivent être faites selon les allégations, soit en conditions contrôlées avec une significativité de 10%, soit en conditions de placement avec une tendance à 15%. C'est-à-dire qu'on ne peut pas valider un biostimulant en cadre européen sans avoir fait la preuve au champ et en labo de l'efficacité du produit. Antérieurement, il y avait déjà un cadre réglementaire en France, la catégorie des ce qu'on appelle les matières fertilisantes et supports de culture, les homologations produits, et une norme, la NFU 44204, qui était celle des qui est toujours, celle des engrais avec additifs agronomiques. En France, on appelle ça un additif agronomique. En Europe, on appelle ça un biostimulant. Retenez que c'est la même chose, puisque en fait, c'est quelque chose qu'on ajoute à un engrais ou à un fertilisant pour améliorer son efficacité. Donc ça, c'est clairement des normes qui existent. NFU 44204, application obligatoire 2016. Le règlement MFSC est beaucoup plus vieux que ça, donc il était déjà potentiellement pour la commercialisation des extraits de plantes, des extraits d'algues, des préparations microbiennes ou non microbiennes. Puis j'y rajoute quand même aussi un autre cas, puisqu'on revoit assez souvent dans l'étude Kinetec ce qu'on appelle les SNUB, les substances naturelles à usage biostimulant, les fameux purins, thé de compost, etc., qui ont un cadre également réglementaire, qui est celui des préparations naturelles peu préoccupantes. Et donc, par contre, ça encadre le mode de production, c'est-à-dire les parties de végétales et les végétaux utilisables, et le mode de production qui doit être faisable par tout le monde. Il n'y a pas un process exclusif d'attaque chimique, etc. C'est, grosso modo, c'est souvent de l'extraction à chaud, avec de l'eau, etc. C'est très souvent un usage propre à l'agriculteur, c'est-à-dire c'est lui-même qui fait sa préparation, mais il y a aussi une commercialisation, et des entreprises qui font de la commercialisation de ces préparations naturelles peu préoccupantes, de ces SNUB. Donc voilà, vous voyez quelque part, on voit que le cadre réglementaire accompagne le développement de l'usage des biostimulants par les agriculteurs. Et ça, c'est un phénomène qui doit être pris en compte dans la significativité de leur usage et dans la représentativité de leur usage par les agriculteurs. Alors ces biostimulants, je l'ai déjà un petit peu introduit avec la NFU 44204, mais c'est exactement pareil avec le RUE 2019-1009. On peut les utiliser de deux façons. Soit on les associe avec un engrais, de façon à améliorer l'efficience des unités apportées. Donc c'est par exemple, je vous mets un exemple chez Timac Agro, ça s'appelle le Topphos. Le Topphos, c'est un phosphate attaqué à l'acide, donc un phosphate simple, mais il n'est pas si simple que ça, puisqu'il a une catégorie réglementaire spécifique qui lui est propre, c'est un super phosphate complexé, puisqu'en fait on vient dans un process industriel associer une molécule qui ajoute à la fois une notion de protection du phosphore vis-à-vis des rétrogradations et une notion de stimulation de la croissance racinaire. Donc en fait, il y a un biostimulant associé avec le phosphore qui à la fois le protège, mais aussi stimule la croissance des racines. Et on sait que le phosphore doit être à 1 mm des racines pour être absorbé. Donc plus j'aurai de racines, plus mon phosphore aura de probabilité d'être absorbé par la plante. Donc on combine les deux, on protège le phosphore et on stimule la racine. Topphos, c'est un phosphore très utilisé en France. Quasiment 1 hectare sur 2 qui reçoit un phosphate en fond à l'automne est un produit Topphos. Puis je prends une deuxième catégorie, justement un produit de la fameuse gamme ADN lancée en 2021. C'est le Genactis. Là aussi, un des biostimulants leaders dans la finition des céréales, l'amélioration du rendement en fin de cycle. Ce Genactis, lui, est utilisé seul. Il n'a pas d'éléments fertilisants, il ne fertilise pas la plante directement. C'est avant tout un extrait d'algue associé avec un extrait minéral qui va être pulvérisé sur la feuille, donc pas associé avec un engrais, et qui va venir principalement booster la physiologie de la plante et en particulier jouer sur des composantes. Je parlais de faire produire à la plante plus de molécules biostimulantes. Il va faire produire à la plante plus de chloroplastes, plus de phytolithes. Des petits, alors vous allez regarder, Sylvain vous l'expliquera peut-être tout à l'heure ce que sont les chloroplastes. Alors les chloroplastes, c'est assez simple, mais les phytolithes, c'est un peu plus original comme dénomination, mais c'est un élément important de l'efficacité du Genactis. Et puis derrière, on va prouver l'efficacité. Et ça, c'est essentiel, la preuve de retour sur investissement pour l'agriculteur, de l'efficacité. Comme je vous l'ai dit, elle est assurée en amont par
les homologations et par les réglementations. Donc déjà, il y a ce biais de l'efficacité qui est validé en amont par les réglementations européennes et les réglementations françaises. Mais on sait que c'est une pratique qui est encore innovante, naissante chez des agriculteurs, en développement, mais encore naissante. 14% des céréales, ça veut dire qu'il y a encore 86% des céréales qui n'en reçoivent pas ou qui n'en ont pas reçu régulièrement. Eh bien, cette pratique doit être encadrée par la démonstration du retour sur investissement. Et tout ça, ça passe par la prise en compte des aléas pédoclimatiques d'une année sur l'autre et la répétition des essais et des suivis en grande bande ou en micro-parcelles. Ce que je vous montre ici en résultat sur un Génactis, les plus 8% de rendement, c'est sur 229 suivis terrain sur 9 campagnes. C'est-à-dire qu'en plus de tous les essais en amont de l'efficacité, on va valider par de la démonstration terrain régulièrement le retour sur investissement des produits. Alors, tous ces biostimulants sont en lien avec l'innovation et la recherche qui est faite à ce niveau-là. Donc, je vais laisser la parole à Sylvain, qui vraiment est l'expert qui va parler autour de tout le contexte scientifique dans la création, dans la validation technique d'un biostim. Merci Pierre-Yves. Alors, je ne vais pas utiliser trop de mots très compliqués, innovation, etc. Rentrons directement dans le sujet. Moi, je vois les plantes fainéantes ou contraintes. Fainéantes, car elles pourraient faire plus. Elles ont un bagage génétique, elles ont des stratégies pour s'adapter qui leur permettent de faire mieux, de faire plus, c'est-à-dire avec autant de grandir mieux, de grandir plus efficacement. Et puis, si on leur donne moins, de grandir autant, d'aller chercher des leviers de performance. Donc, déjà, voir l'animal de rente, voir la plante comme fainéante ou contrainte, c'est déjà de se dire elles sont capables de mieux. Mon travail est de parfaitement comprendre comment fonctionne le sol, comment fonctionne la plante, et de trouver les manières d'aller les stimuler, d'aller forcer le destin, de dire tu es capable de mieux faire, tu es capable de mieux te nourrir, et surtout, pendant que tu te nourris mieux, protège-toi mieux, adapte-toi mieux. C'est très simple. On n'a pas le temps de la nutrition, on n'a pas le temps de l'adaptation à des situations contraintes de stress hydrique, de stress thermique. La plante doit faire tout ça très bien en permanence. Stimuler, deuxième point, c'est très facile. Vous pouvez tout stimuler une plante. C'est très facile. Pourquoi ? Parce qu'une plante est très réactive. Elle est réactive à une multitude de molécules. On cite aujourd'hui substances naturelles. J'ouvre ma boîte à outils, des protéines, des peptides, certains sucres particuliers, certains oligoéléments. Tout ce type de molécules naturelles permettent à la plante de s'adapter et donc elle répond à cette stimulation. L'enjeu n'est pas de savoir stimuler, l'enjeu est de bien stimuler, de ne pas lui envoyer des signaux « adapte-toi, nourris-toi plus efficacement en permanence », auquel cas nous orienterons la plante dans tous les sens, sans bénéfice réel, sans performance économique et agro-environnementale au final. Donc, la plante est fainéante ou contrainte. La stimulation, c'est facile, l'enjeu, c'est de bien le faire. Et donc, il faut de la maîtrise. Le terme clé, c'est de la maîtrise, et donc, il faut une certaine expérience, il faut un coup de main, il faut une connaissance des choses. C'est pour ça que lorsque l'on souligne le caractère pionnier de Timac Agro, ce n'est pas pour bomber le torse. Il faut maîtriser les choses, il faut s'être mis à un moment donné face aux problèmes, à la stimulation qui n'est pas efficace. Je génère tous les jours des stimulations de plantes non efficaces. C'est parce que je fais ça que dans certaines situations, je suis capable d'aller être efficace, performant et de faire une véritable innovation utile. Pas une innovation pour moi, une innovation pour les cultures, les agriculteurs, les utilisateurs finaux. Troisième point, vous comprenez qu'au fur et à mesure, il y a une évolution des générations. Pourquoi ? Parce qu'on est allé chercher à des améliorations, on s'est intéressé à des cultures, à des stades de culture, à des pertes de rendement de plus en plus complexes à résoudre. Ça, c'est le premier élément. Et l'évolution des générations s'explique aussi parce qu'on va chercher des usages. On va aller évidemment améliorer la plante, le sol, mais on va aller orienter la qualité de la production. On va aller servir des usages qui ne sont pas uniquement les usages de l'agriculteur, utilisateur de ces biostimulants. On va aller penser, optimiser les usages du collecteur, du transformateur,
du consommateur final. Et donc, le fait que nous passions d'une génération 1, 2, 3, 4 demande de l'expérience. Nous ne passons pas de la génération 1 à 4, ça n'existe pas. Il n'y a que les sociétés, je dirais, suiveuses qui peuvent prétendre le faire. Il faut s'être, je dirais, trompé pour raisonnablement, honnêtement, scientifiquement vous présenter aujourd'hui une évolution de gamme et un sérieux dans la manière de faire. Vous avez compris qu'il y a un mot-clé pour moi très important, c'est la maîtrise. On ne s'improvise pas, s'il te plaît, déroule. Comment je présente aujourd'hui la maîtrise, les différentes typologies de maîtrise? Vous comprenez que dans ma boîte à outils, dans ces substances naturelles que je dois identifier, que je dois purifier, isoler, pour aller ensuite l'appliquer sur la plante, dans cette boîte à outils des substances naturelles, eh bien, quel pari je fais? Quel pari nous faisons depuis 35 ans? On fait le pari que des molécules présentes naturellement dans une algue ou dans une plante pourraient être bénéfiques à un blé, à une betterave, à une banane dans les Outre-mer. Une molécule présente dans une algue serait bénéfique pour toutes ces cultures. C'est un pari que nous faisons. C'est un pari qui réussit depuis 35 ans. Oui, ce type de plantes réagissent à des molécules issues des algues, issues des acides humiques, issues de différentes typologies de plantes qu'on a parfaitement choisies. Et donc, il y a un premier enjeu, c'est la maîtrise de la ressource, c'est la maîtrise des matières premières nobles que nous travaillons. Ce n'est pas le tout, et on le voit face à l'offre pléthorique qui existe sur le marché, ce n'est pas le tout de mettre un extrait d'algue sur une plante pour que celle-ci réponde favorablement et que nous obtenions ou que les agriculteurs obtiennent des performances agronomiques et économiques. Ce n'est pas suffisant. Il faut avoir du recul sur les choses. Dans mon département de recherche, j'ai 4 personnes à l'année qui ont des doctorats en biotechnologie marine qui connaissent parfaitement la manière dont une algue se nourrit, comment, au fur des saisons, elle se reproduit, elle se nourrit, elle s'adapte. Et donc, il y a un temps. La composition des algues évolue. Il faut avoir cette maîtrise, il faut avoir ce recul. Et donc, il faut être capable d'orienter dans notre prélèvement dans le milieu naturel, dans le fait que nous fassions un sourcing d'algues. Il faut contraindre la qualité des algues. Il faut savoir quel moment et quelle composition nous voulons chercher. Donc, attention, l'algue, c'est une mode. Beaucoup de personnes disent, nous utilisons des algues. Avec quel recul, avec quelle expérience, avec quelle maîtrise de la composition de ces dernières? Je pose beaucoup de questions, vous voyez que la réponse sont inclus. La maîtrise des algues. Nous avons cette maîtrise des algues depuis très longtemps. Ensuite, je ne vais pas vous dire que toutes les molécules présentes dans une algue sont intéressantes. Non, il faut aller chercher celles qui sont les plus performantes, les plus actives. Et donc, il y a tout un jeu de l'extraction, de la purification, de l'isolement. Ça, c'est un travail qui nécessite également une deuxième typologie de maîtrise. Une maîtrise où on ne vient pas gâcher une matière noble comme une algue, qu'on ne vienne pas appliquer de manière trop abrupte, trop violente, une extraction qui viendrait à abîmer l'algue, à abîmer les substances naturelles dont elle est riche. Ça demande, je dirais, une forme de savoir-faire et une forme de secret de fabrique, d'accord ? Il est le résultat aujourd'hui de ce savoir-faire de 35 ans d'extraction. Et donc, le fait que nous maîtrisions ça et que nous le gardions au secret en interne dans la recherche et développement est stratégique pour nous. La troisième typologie de maîtrise, c'est une maîtrise plus analytique, une maîtrise plus de composition chimique des molécules que nous extrayons. Je vous ai mis ici les signatures, les cartes d'identité d'un extrait d'algue plus ou moins pur en des composés que nous recherchons. D'accord ? C'est sa signature. Un extrait n'est jamais fait d'une seule molécule. Et heureusement, nous cherchons un effet cocktail. Et donc, nous avons une maîtrise analytique, des laboratoires richement dotés pour être capables d'aller comprendre, identifier, quantifier ces fameuses molécules que nous extrayons et nous validons leur constante de composition. Vous comprenez que dans n'importe quel secteur d'activité, nous
nous devons une certaine garantie de composition aux utilisateurs, aux agriculteurs. C'est ce que nous faisons au travers de ces analyses, des analyses, je dirais, de l'ordre de la recherche et développement, mais des analyses aussi de qualité de composition, de constante de composition, de telle manière que d'une année à l'autre, malgré la variabilité existante dans une algue, dans une composition algale, eh bien, notre extrait est toujours le même. Mais ce n'est pas tout. Considérez qu'une même plante peut réagir différemment, selon son stade, selon son âge, réagir différemment à une même molécule. Et donc, il faut savoir correctement associer les molécules et apporter ça au bon moment et à la bonne dose. Et donc, j'utilise un quatrième terme ici, la maîtrise des assemblages. Vous avez tous l'image de l'assemblage des cépages en vinification. D'accord ? Il y a un choix de la qualité des cépages, ça se fait au champ, et ensuite il y a un savoir-faire du vinificateur qui vient composer avec les différents cépages, compléter les défauts d'un cépage par les qualités d'un autre, etc. etc. Eh bien, cet art d'un formulatoire, de chimie formulatoire, de l'assemblage, il est extrêmement important. Il ne faut pas stimuler tout azimut, il faut stimuler de manière extrêmement équilibrée la plante. Et donc, là aussi, il y a un savoir-faire qui ne s'improvise pas. Quatrième élément, il faut avoir la capacité de monter en échelle et de manière sécurisée. C'est l'ensemble des outils industriels dont Timac Agro s'est doté avec une nouvelle usine qui s'est montée en 2021 et qui sert l'ensemble de la production ADN. Le deuxième enjeu, et l'enjeu qui nous permet de passer d'une génération à une autre, est l'enjeu de la mesure, l'observation de la plante. Je vous ai dit que nous servions maintenant des intérêts, des leviers de performance économique pour l'agriculteur lui-même, mais aussi pour la filière aval. Et donc, il y a un enjeu de l'observation, de la mesure de la performance de nos biostimulants. Eh bien, ça passe par le fait que nous ne touchons plus la plante pour mesurer sa réponse. Vous avez ici une observation du système racinaire par voie optique et une observation par caméra, ici, par voie optique également. Nous ne touchons plus la plante. L'ancien temps, c'était de couper la plante, plus elle est lourde, mieux on a réussi. Aujourd'hui, l'enjeu n'est pas celui-là. Nous savons que la fin de l'histoire se mesure au rendement. Et donc, il ne faut pas couper la plante, il faut la suivre jusqu'au rendement. Il faut observer ses réponses. Nous stimulons et nous observons dans le temps par des caméras très précises, du proche infrarouge, du visible, du thermique. Tout cet enjeu qui existe dans le domaine de la recherche médicale, nous l'avons aussi dans notre recherche agronomique. L'enjeu de la mesure, l'enjeu de l'outil de pointe pour mesurer et non plus simplement la balance en disant plus une plante est lourde, plus elle est en forme ou plus elle est grande. Ce n'est pas suffisant aujourd'hui. Ce n'est pas suffisant d'autant qu'il y a un enjeu stratégique sur le système racinaire. Face à nous, il y a l'enjeu de la nutrition, l'enjeu du stress, du prélèvement de l'eau. Il nous faut mieux mesurer le système racinaire. Ces outils ici ont été développés avec l'INRAE et nous sommes les seuls acteurs du domaine de la biostimulation. En centre doté, nous avons la seule licence. Ceci nous permet de voir le système racinaire. J'en conclus sur le fait que nous avons un savoir-faire, mais il ne faut pas croire que tous nos travaux se font au sein de notre département de R&D. Pour être pertinent sur des cultures très différentes, sur des pédologies très différentes, il nous faut travailler avec les meilleurs. Vous voyez ici derrière moi certains chiffres clés sur comment nous montrons notre travail au travers de publications scientifiques, comment nous protégeons nos travaux avec des brevets, combien et avec qui nous travaillons à travers le monde, plus de 80 partenariats, 100 partenariats. Le travail de l'agronomie est un travail de la collaboration, de la production de connaissances. Et pour aller vite et bien être pertinent, il nous faut travailler avec les meilleurs. Voilà l'objet de ma dernière slide. Je voulais souligner simplement le fait que l'année dernière, il y a un an tout pile, nous signions avec l'INRAE un accord cadre de partenariat autour des enjeux de demain de l'agriculture, ceux de l'agriculteur et ceux des filières de production agricole, sur des éléments clés d'efficience des minéraux, de gestion de l'eau, de bouclage des flux et de gestion du carbone dans les sols. Je vous remercie, je rends la parole à Pierre-Yves qui va terminer. Donc je vais enchaîner juste pour effectivement dire que toute cette innovation, on la conçoit avant tout pour l'intégrer dans des itinéraires techniculturaux d'agriculteurs. Et donc dans cette démarche,
pour reprendre le cadre général de la biostimulation, vous voyez ici que l'objectif principal, et on revient avec des enjeux de décarbonation dont j'ai parlé également au niveau de l'intégration, tout l'enjeu de la biostimulation, que ce soit par la rhizosphère, que ce soit par l'amélioration de l'efficience des unités, que ce soit par la résistance au stress abiotique, que cela soit par l'amélioration de l'efficacité de la photosynthèse, c'est un vrai enjeu. Eh bien, l'objectif principal des biostimulants, c'est d'améliorer le bilan carbone par tonne de biomasse récoltée. C'est ce qu'on appelle et ce qu'on qualifie, bien sûr, au niveau de l'efficience de la nutrition, de l'efficience de la fertilisation, que chaque unité se convertisse en carbone stocké au niveau du végétal. Bien sûr pour faire du rendement, mais aussi pour l'enjeu de décarbonation globale. Rapidement ici, je reprends les deux notions d'intégration de biostimulants quand ils sont associés avec un fertilisant. Ici avec l'engrais Apex and Process, qui est l'engrais azoté de Timac Agro. Voyez la démarche, on qualifie en termes réglementaires, PFC 6 européenne, donc biostimulant non microbien. On le teste dans le cadre de protocole avec l'INRA ici en case désimétrique pour mesurer la baisse du lessivage de 30% de l'azote nitrique en comparaison à un témoin de référence et l'augmentation du rendement. Donc on qualifie l'augmentation. Et ensuite sur le terrain, on valide en plus par les démonstrations, les suivis, l'augmentation du rendement et la décarbonation, puisque l'objectif principal d'une décarbonation, c'est qu'à chaque quintal de blé, à chaque quintal de colza, je diminue l'impact CO2 au niveau du quintal produit. Et je mets une petite illustration sur un autre thématique, toujours sur le même produit, mais ici sur de la prairie. On sait aussi l'enjeu et l'importance de l'autonomie protéique en élevage. Cette autonomie protéique, elle va être couplée avec l'efficience de la nutrition azotée et le respect de la proportion de légumineuses dans une prairie. Eh bien, on voit ici, je dirais factuellement, entre un azote soufré et un Apex and Process, une amélioration de la couleur et une amélioration, on le voit un petit peu plus de façon moins visible ici, mais des trèfles qu'on voit un peu plus sur la partie Apex and Process, donc une préservation des légumineuses. Même démonstration ici et l'illustration justement avec la cabine de phénotypage du suivi de la production ici d'un colza. Quand on va pulvériser un Génactis, on voit l'augmentation de la biomasse foliaire, la couverture foliaire, donc le rayonnement, entre guillemets, la surface des panneaux photovoltaïques augmente plus vite avec Génactis. On a une précocité de floraison qui est aussi améliorée sur le colza. Donc ça, c'est par exemple une démonstration en serre de phénotypage. Et j'ai pris un autre exemple sur le blé. Pourquoi j'ai pris cet exemple sur le blé ici? C'est parce qu'on est allé mesurer par ACVI également la décarbonation. La sécurisation de la production grâce à un Génactis permet de diminuer le coût carbone au quintal de blé produit de 8%. Donc ça, c'est un enjeu important aussi de la décarbonation, sécuriser le rendement pour que l'investissement carbone mis dans la fertilisation se traduise par une diminution du bilan carbone. Et là encore, une démonstration terrain d'un positionnement sur des micro-parcelles que l'on fait chez Timac Agro, où on voit ici des positionnements de Génactis, on voit aussi des aspects visuels. Alors je vais prendre une petite boutade. Très souvent, l'agriculteur, quand il dit un biostimulant, il dit « j'ai rien vu ». Ah, donc j'ai rien vu, est-ce que ça a été efficace? Moi je dis souvent, est-ce que vous savez à quoi correspond un grain de plus par épi? Est-ce que ça se voit, un grain de plus par épi? Ben non. Et pourtant c'est 2,5 quintaux à l'hectare qu'on gagne, avec simplement un grain de plus par épi. Un jour de stégrine sur la dernière feuille, c'est un peu ce que j'illustre ici, c'est potentiellement 2 quintaux en plus. C'est-à-dire si le panneau photovoltaïque de la dernière feuille reste vert une journée de plus, c'est potentiellement 1,5 à 2 quintaux de plus. Donc tout ça, c'est des phénomènes assez fugaces, que nous, notre rôle, c'est de faire observer à l'agriculteur. Alors, le stégrine, il faut être là au moment, ça c'est sûr, mais le grain de plus par épi, ça s'observe, ça se mesure. Donc ça, voilà, je dirais derrière aussi les éléments, bien sûr, de mesure, rendement, qualité protéique et valorisation de l'azote. L'enjeu de l'azote, la notion d'efficience, elle est là. La conclusion est là, et la conclusion, elle s'ouvre sur une question. On a un développement réglementaire qui est clair, qui accompagne le développement des biostimulants. Donc, l'agriculteur utilisateur doit être sécurisé par ce cadre réglementaire. On a des technologies identifiées, une R&D qui progresse, en particulier chez Timac Agro, et je pense que vous l'avez vu avec l'intervention de Sylvain, donc un cadre et un investissement en recherche. Des aléas climatiques en augmentation. Là aussi, encore un dernier chiffre, un agriculteur, par le stress climatique, joue entre 300 et 500 euros chaque année sur l'enjeu climatique. La variabilité climat, elle est entre 17 et 20%, bien sûr variable en fonction des régions, sur les principales grandes cultures. Ça peut monter jusqu'à plus de 1 000 euros sur de la pomme de terre en 2022, par exemple. Donc ces enjeux climatiques, c'est des euros que l'agriculteur met en jeu. Eh bien, il faut essayer d'atténuer. Et c'est pour ça que j'en fais
une notion également derrière, c'est qu'est-ce qui manque pour encore plus augmenter leur utilisation? Je pense qu'il y a un phénomène un peu assurantiel. C'est-à-dire, est-ce que l'usage des biostimulants doit être intégré dans le cadre de contrats d'assurance en disant je sécurise mon aléa climatique par l'usage de biostimulants qui permet justement de préparer la plante à mieux résister? C'est un enjeu. Et est-ce que les biostimulants, comme les inhibiteurs, sont actuellement dans la stratégie nationale bas carbone, est-ce que demain les biostimulants ne devraient pas être intégrés dans des stratégies nationales de décarbonation parce qu'ils permettent d'améliorer la conversion des unités fertilisantes en carbone dans la biomasse? Voilà.